Madame, Monsieur, bonsoir. Il est 19 h. Bienvenue dans votre journal à la une de l'actualité toulousaine de ce mercredi 30 avril. L'abandon du projet de maison de la culture à la Rennerie, projet porté par l'ancienne municipalité. Les raisons de ce choix dans un instant. Demain, 1er mai, fête du travail ou des travailleurs et mobilisation des syndicats dans la rue. Nous recevons ce soir Gisèle Vidalet, la secrétaire départementale de la CGT 31. Nous verrons avec elle de quelle façon il faut poursuivre le combat. Bonsoir et à tout de suite. Enfin, des éléphants, des hippopotames et des girafes, ce sont les nouveaux venus du zoo de Plaisance du Touche. Nous ferons leur connaissance dans quelques minutes. Mais tout d'abord, donc, il n'y aura finalement pas de maison de l'image à la Rennerie. La nouvelle municipalité a décidé d'abandonner le projet lancé par l'équipe de Pierre Cohen, un lieu qui s'inscrivait dans le cadre du grand projet de ville, le GPV. L'équipe de Jean-Luc Moudenc invoque aujourd'hui un désintérêt des acteurs concernés et même de la population. Le point avec Marianne Ribaud tout de suite. Ce bloc de 4500 m² de surface sur 3 niveaux est dédié à la culture de l'écran et aux nouveaux médias ne sortira jamais de terre. Son coût, plus de 20 millions d'euros. Une dépense inconcevable pour l'équipe du maire UMP Jean-Luc Moudenc. La maison de l'image, c'est non seulement 23 millions d'investissements, mais c'était également plus de 2 millions de déficit d'exploitation chaque année. C'est-à-dire, sur le mandat, pratiquement 35 millions de dépenses sans pour autant avoir un outil qui permette de créer de la richesse et des emplois. Pour l'opposition, avec l'abandon de la maison de l'image, c'est tout le quartier de la Rennerie qui est touché. C'était un projet d'équipement culturel, d'équipement public ambitieux dans un quartier qui en a besoin, le quartier de la Rennerie. C'est un projet qui contribuait au projet urbain de la Rennerie et c'est un projet qui pouvait permettre plus de mixité sociale. Un plan de relance du grand projet de ville est à l'étude, avec comme objectif l'installation d'un équipement qui embellira le quartier de la Rennerie et créera des emplois. Demain, c'est le 1er mai, ça ne vous aura pas échappé, fête du travail et des travailleurs et mobilisation syndicale dans la rue comme chaque année. À l'appel de la CGT, FSU et Solidaires, rassemblements et manifestations sont prévus à Toulouse, comme dans toutes les grandes villes de France d'ailleurs. À mes côtés ce soir, Gisèle Vidalet, la secrétaire départementale de la CGT. Bonsoir, la CGT, FSU et Solidaires, donc, qui joue l'unité syndicale. Vous avez prévu différents rassemblements et mobilisations à Toulouse et dans le département. Une unité à 3 seulement, puisque CFDT et FO ont décliné toutes les initiatives unitaires. Est-ce que vous le regrettez? Oui, je le regrette puisqu'on n'est jamais aussi fort que lorsque nous sommes unis et nous pensons que la situation aujourd'hui qui est faite aux salariés, aux hommes et aux femmes qui vivent de leur travail est extrêmement précaire et dangereuse. Alors l'Assemblée nationale a adopté hier le plan d'économie présenté par le Premier ministre Manuel Valls. Est-ce que ça a été une surprise pour vous? Cela n'a pas été une surprise, mais je le regrette quand même. C'est un plan qui ne répondra aucunement aux besoins non seulement des salariés, mais de l'économie. C'est un plan inverse qui donne des réponses inverses à celles que nous attendons. Vous dites non au plan ou à la méthode employée? Nous disons bien évidemment à la méthode, puisque c'est écouter le patronat et pas les organisations syndicales, mais sur le fond, nous nous positionnons sur le fond contre ce projet, puisque c'est en fait un projet d'austérité, c'est un plan d'austérité et c'est un plan qui va aller chercher l'argent dans les poches des salariés et pas dans les poches de ceux qui en ont beaucoup. 50 milliards, c'est 1 000 euros par Français, c'est 1 000 euros dans la poche de chaque salarié qu'on va chercher pour les donner aux entreprises. Jean-Claude Mailly, le leader de Force ouvrière, a dénoncé, lui, le plan Valls comme étant, je cite, une austère saignée. Est-ce que vous êtes d'accord avec ces termes employés? Je partage tout à fait les termes employés par Jean-Claude Mailly. Alors finalement, comment poursuivre le combat, et notamment ici, dans notre région, ou à Toulouse? Mais poursuivre le combat, c'est toujours d'abord aller convaincre les salariés que d'autres choix sont possibles. Ouais. Aujourd'hui, il y a effectivement une désespérance qui s'est vue d'ailleurs dans les élections politiques, mais il y a une désespérance, on le voit quand on va à la rencontre des salariés, et il y a l'impression qu'il n'y a aucune alternative possible. Est-ce que nous, la CGT, nous disons que s'il y a des alternatives possibles, il y a des choix politiques à opérer, que pour l'instant le gouvernement opère des choix pour lesquels il n'a pas été élu,
et que nous pensons que ce que nous avons à notre disposition, c'est le nombre et la force du nombre si nous nous rassemblons sur des propositions concrètes que nous faisons. Alors, vous appelez donc à la mobilisation demain 1er mai, puis également le 15 mai. Avec quel objectif finalement derrière ? L'objectif, il est d'une part de faire comprendre au gouvernement, puisque manifestement il n'a pas bien compris, que nous ne sommes pas d'accord avec ces décisions, et surtout leur demander d'entendre et d'étudier les propositions que les organisations syndicales font. Bien évidemment celles de la CGT, mais pas que celles de la CGT, puisque nous nous retrouvons très souvent sur des propositions communes avec la FSU et Solidaires qui sont avec nous dans le cortège, mais aussi avec Force ouvrière. Alors, le mouvement avait été assez suivi lors des précédentes années. Est-ce que vous avez vu, Gisèle Vidalé, j'allais dire, un changement de visage du cortège du 1er mai ? Oui. Depuis quelques années, de ces dernières années, oui, depuis quelques années, on est passé finalement du défilé traditionnel de la fête des travailleurs et des travailleuses, une journée internationale, à aujourd'hui une journée qui exprime toujours sa solidarité internationale entre travailleurs, mais qui exprime surtout les revendications du monde du travail, et c'est la possibilité aussi pour nombre de gens de venir manifester sans perdre une journée de salaire, même si cette année, le pont du 1er mai et les vacances scolaires nous handicapent quant à la participation, mais ce sera un beau 1er mai. Un beau 1er mai, pourtant des situations quand même alarmantes à dénoncer cette année, notamment en matière d'emploi dans notre département. On pense à Astrium. Voilà, je pense à Strium, mais je pense à Securitas, je pense à de nombreuses entreprises qui aujourd'hui sont des entreprises qui ont des carnets de commandes pleins, qui ont des bénéfices importants, qui versent de l'argent considérable aux actionnaires et qui pourtant décident de restructurer et de supprimer des emplois. C'est bien de ça dont il s'agit quand je disais qu'on avait des propositions et que le gouvernement aujourd'hui, les décisions qu'il a prises, ne vont pas inverser ces politiques d'entreprise qui ne sont pas bonnes. Donc nous contestons d'une part les licenciements et même nous pensons que ce sont des entreprises qui peuvent aujourd'hui embaucher. Oui. Et vous contestez également ce projet de réforme des collectivités. Oui, je crois qu'aujourd'hui on a besoin de démocratie, on a besoin de proximité. Et nous ne pensons pas que la réforme territoriale, avec notamment l'abandon des clauses de compétences générales, mais aussi les fusions de collectivités, non seulement ne répondront pas à la proximité, à la démocratie locale, mais en plus, on ne fera pas d'économie. C'est simplement un transfert de charges d'une part d'une collectivité à l'autre, mais à terme, ce sont des transferts de charges sur les entreprises privées. Pourtant, le sait Gisèle Vidalé, nous sommes dans un pays qui est en grande difficulté. Alors comment redresser sans réformer ? Écoutez, moi je suis pour la réforme, je suis contre les contre-réformes, celles qui finalement poussent à l'austérité ou poussent à moins de conquête sociale, moins de solidarité dans la société. Nous sommes pour des réformes fiscales par exemple. Nous sommes pour une réforme effectivement de tout ce qui est exonération des cotisations sociales des entreprises. Nous avons des propositions concrètes qui sont viables et qui sont sérieuses. Et nous voulons réformer. Nous sommes des gens qui prônons des réformes. On prône aussi une réforme, par exemple, de la protection sociale, mais pas pour l'amoindrir, pour l'améliorer, pour l'élargir et pour que ça réponde aux besoins. Alors le 1er et le 15 mai sera ma dernière question, ce sont généralement des baromètres de l'humeur générale. Vous attendez à une forte mobilisation cette année, demain en l'occurrence? Alors demain, bon, je vous le disais, c'est en pleine période de vacances, mais il y aura une bonne participation. Et le 15 mai, il y aura non seulement l'ensemble des fonctionnaires dans la rue, mais il y aura aussi de nombreuses entreprises privées qui en ont ras-le-bol des restructurations, qui en ont ras-le-bol des bas salaires et qui finalement viendront s'ajouter au cortège. Et ça deviendra un cortège contre l'austérité et pour les salaires. Et on rappelle que ce cortège partira à 10h30 de la place Esquirol le 1er mai, donc demain. Merci Gisèle Vidalé. Et en bref, à noter qu'à l'occasion du 1er mai, demain, eh bien, de nombreux équipements et services seront fermés à Toulouse. C'est le cas des mairies et des services de préfecture, des équipements sportifs et bibliothèques municipales. La plupart des musées seront également fermés, puis également pas de métro, ni de tram, ni de bus, y compris la navette aéroport centre-ville. Voilà, prenez vos précautions. Retour à la vie normale, j'allais dire, le vendredi 2 mai. Et puisqu'on parle de transport, nous vous l'avons signalé dans notre édition d'hier, le SNPL, le syndicat national des pilotes de ligne, a confirmé la grève des pilotes du 3 au 30 mai. Un débrayage chaque jour de 5h45 à 7h45 et de 12h45 à 15h45. Parmi les revendications du SNPL, notamment l'obtention d'une convention collective pour les pilotes ou encore la correction d'un point de la loi Diard qui impose un service minimum aux pilotes en cas de grève. Nous avons joint par téléphone le président du SNPL, Yves Dehaye. On l'écoute tout de suite. Plutôt que de faire une grève
qui paralyse totalement le trafic. On a préféré choisir cette méthodologie de façon à pouvoir assurer tous les vols, certes en retard éventuellement de 2 heures ou de 3 heures, mais nous, pilotes, on sera disposés à faire voyager tous nos clients. Et si les vols sont annulés, très clairement, c'est parce que les compagnies aériennes auront choisi de les annuler. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est qu'avec la loi Diard, effectivement, qui nous oblige individuellement à nous déclarer grévistes 48 heures avant le mouvement, les compagnies aériennes sont en capacité de recomposer des équipages et de travailler sur cette grève de façon à ce que son efficacité soit énormément diminuée. Alors la direction d'Air France voit rouge, évidemment. Elle estime qu'avec ce mouvement social, vous mettez en péril le redressement de la compagnie. Qu'est-ce que vous répondez à cela ? La première chose qu'on répond, c'est que le redressement de la compagnie, on le connaît, on en est parfaitement responsable puisque effectivement, on y a très largement participé. Les pilotes y ont très largement participé par des gels de salaire, par des augmentations de productivité. Donc qu'on vienne nous faire la leçon là-dessus, ça nous agace un peu. Ensuite, ce qu'on répond, c'est que qu'Air France se mette à travailler. Ça fait 3 mois que le préavis a été posé. Monsieur Gaget, qui a écrit cette lettre, ne nous a jamais contactés pendant ce préavis et Air France ne nous a pas pris au sérieux, très franchement. Ils ont dit oui, ça n'aura pas lieu, c'est un préavis comme ça en l'air. On n'a pas l'habitude de poser des préavis en l'air. Et si la direction d'Air France s'était un petit peu plus occupée de ce préavis, avait un peu plus fait pression sur le gouvernement pour faire avancer les négociations, je pense qu'aujourd'hui, on serait à un stade beaucoup plus avancé. Voilà, et le SNPL qui est en négociation actuellement a déclaré que s'il obtient des avancées suffisantes sur ses demandes, eh bien il stoppera ce mouvement de grève. Et puis on reste dans l'aérien avec le MAG Aerospace à voir dès ce week-end sur TLT. Cette semaine, nous recevions sur le plateau Yves Pinet, ancien pilote d'essai du Concorde notamment. Nous lui avons demandé si on peut raisonnablement penser que nous verrons un jour un monde sans pilote dans les avions. On écoute un extrait. Je ne pense pas que nous puissions le voir, ni moi évidemment, ni vous non plus. À mon avis, il y aura toujours une personne humaine pour gérer ou mener, disons, l'avion. Les automatismes augmentent dans l'avion de façon à le rendre un peu autonome, c'est-à-dire qu'il puisse se débrouiller en définitive dans des circonstances relativement maîtrisées, dans des circonstances bien définies et pour lesquelles effectivement les automatismes fonctionnent mieux que l'humain. Ils peuvent en particulier résoudre de façon rigoureuse la mécanique du vol, alors qu'un pilote face à des instruments qui donnent 20 ou 30 paramètres, les pilotes sont obligés donc de faire la synthèse de tous ces paramètres pour en déduire une action. Mais cette autonomie, elle ne pourra gérer que les choses qui ont été bien définies par les humains et introduites dans les logiciels des équipements. Voilà, Aerospace Mag à voir sur TLT à partir de vendredi 18h30 et sur le site teletoulouse.fr. Voici une idée de sortie à présent en famille pour ce long week-end du 1er mai. Le zoo de Plaisance du Touche qui vient de s'agrandir et qui accueille désormais des éléphants, des girafes et des hippopotames et même des babouins de Guinée. 45 animaux et 6 nouvelles espèces à rencontrer. Marlène Canal a fait leur connaissance ce matin, regardez. Lui, c'est Pembe, éléphant d'Afrique mâle, qui porte bien ses 13 printemps et ses 7 tonnes. Il cohabite dans cet enclos avec ses 2 femelles de 15 et 28 ans et quelques ibis sacrés. Juste à côté, ce sont Rahima, Kibala et Onduri, 3 girafes angolaises qui ont trouvé leur place. Tous viennent d'autres zoos de France ou d'Allemagne. Pour les babouins de Guinée, en revanche, le voyage a été plus long. Ils viennent des États-Unis. Alors à leur arrivée, on les a mis dans leur bâtiment, leur maison de nuit qu'on appelle. L'acclimatation s'est très bien passée dans le bâtiment. Ensuite, la seconde étape a été la mise en contact pour les animaux qui ne se connaissaient pas. Et puis ensuite, il y a eu l'acclimatation aussi à l'enclos extérieur. Et tout s'est bien passé, nous n'avons eu aucun problème quant à leur période d'acclimatation. Une période d'acclimatation qui peut durer plusieurs mois et qui nécessite pour l'instant la présence d'enclos dans cette extension de 5 hectares. Une extension qui s'inscrit dans la continuité de la réserve africaine qui se visite en voiture. Mais le projet ne s'arrête pas là. Cette nouvelle partie, en fait, ce n'est que la première étape d'un grand projet d'agrandissement. La direction souhaite agrandir son parc de telle manière à avoir les animaux continent par continent. Donc là, à l'heure actuelle, c'est l'Afrique. Nous avons commencé par le continent de l'Afrique et ce n'est pas terminé. Et ensuite, nous avons prévu effectivement d'agrandir le parc à pied et d'en faire un très grand parc accueillant une grande diversité d'animaux et par continent.
L'Eurasie, l'Amérique, l'Océanie seront les prochains continents explorés. L'extension des géants d'Afrique a coûté 2,5 millions d'euros. Le zoo de Plaisance du Touche espère ainsi attirer près de 200 000 visiteurs chaque année au lieu des 160 000 actuels. Voilà, et le zoo est ouvert demain, 1er mai, toute la journée. Un mot de sport à présent. Samedi, le Stade Toulousain, 6e, recevra Grenoble, 10e pour sa dernière journée de phase régulière du top 14. Les Toulousains ne sont pas encore assurés de se qualifier pour les phases finales. Gros enjeux en perspective, avec de bonnes nouvelles en provenance de l'infirmerie et les explications de François Guinle. Après une semaine de stage à Canet pour ressouder le groupe et retrouver de la cohésion, le Stade Toulousain est à la croisée des chemins. Samedi, un succès bonifié face à Grenoble, qui n'a plus gagné depuis 6 matchs, leur permettrait d'envisager un barrage à domicile. Mais après une saison faite de haut et de bas, les 5 points sont-ils un objectif crédible? La première des choses est de gagner. On veut gagner le match. On veut gagner le match pour être bien évidemment sûr et certain d'être en quart de finale. Ensuite, si le contenu se greffe, ce que l'on espère bien évidemment, à notre engagement, on sera peut-être satisfait à la fin du match. Faire mieux sur des matchs de phase finale, c'est un petit peu le SMIC, parce que si on ne fait pas mieux sur les matchs de phase finale par rapport à ce qui a été fait tout au long des phases régulières, on passera à côté. Conscients de l'écart qui les sépare de Toulon, Montpellier ou Clermont, les Toulousains savent aussi qu'ils pourront compter sur des retours de poids pour cette fin de championnat. Du Sautoir, McAllister, Nyanga et Picamol ont quitté l'infirmerie. Voilà de quoi changer le visage de l'équipe et éclairer celui de Johan Maestri. Ça amène de la puissance, ça amène de la vitesse, ça amène beaucoup de bonnes choses. Ça fait partie du groupe, ça fait partie de l'entente, de la vie d'un groupe. Et c'est vrai qu'on n'y prête pas toujours attention, mais c'est vrai que c'est hyper important, bien sûr. Le Stade aura besoin de toutes ses forces pour espérer atteindre les demi-finales, son résultat minimum depuis 20 ans. Mais la route est cette saison plus ardue que jamais. Signe des temps qui changent, cette semaine, le groupe fiducial est devenu le premier actionnaire privé du club. L'époque où les résultats sportifs suffisaient à pérenniser la structure semble déjà loin. Voilà, coup d'envoi de la rencontre, 14h40 à Ernest Vallon. Et je sais, Gisèle, que vous allez la suivre parce que vous êtes fan de rugby. Et pour tous ceux qui préfèrent la botanique au sport, eh bien, sachez que ce week-end, la ville ouvre les portes de ses serres au public. De nombreuses animations sont prévues pour toute la famille. L'occasion de découvrir les nombreuses collections de plantes et de fleurs. C'est un reportage de Nathalie Vitezac et Aurélio Roda. Les serres de la Ville Rose s'étendent sur 2,4 hectares au bord du canal du Midi. Son joyau, les serres classées au musée de France, a été construit par Gustave Eiffel. Les serres datent de la fin du 19e siècle et elles étaient situées au Jardin des Plantes. Elles ont été transplantées, donc ramenées ici sur le site au début du XXe siècle. Vivaces, potagères, plantes tropicales, ce ne sont pas moins de 600 000 plantes qui sont produites ici. Une incontournable collection de 130 variétés de violettes est à découvrir également. Ces portes ouvertes ont été mises en place depuis 1985. Au début, c'était tous les 5 ans, puis après tous les 2 ans. Maintenant, c'est tous les ans et c'est la 17e session des portes ouvertes. L'année dernière, nous avons eu 20 000 personnes même qui se sont déplacées pour venir les visiter. Un guide pour les malentendants assurera des visites à 14 h samedi et dimanche sur inscription. Les portes seront ouvertes de 9 h à 18 h. Voilà, fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci Gisèle Vidal de m'avoir accompagné. Week-end du 1er mai oblige. La rédaction de TLT vous donne rendez-vous lundi 5 mai pour un point complet sur l'actualité toulousaine. Messieurs, n'oubliez pas le brin de muguet porte-bonheur. Je vous souhaite un excellent week-end. Prenez soin de vous.